Nous connaissons tous la Première Guerre mondiale. Pourtant, nous connaissons moins la guerre de 7 ans. Winston Churchill développe l'idée dans l'un de ses ouvrages que ce conflit correspond mieux au terme de guerre mondiale. Français et Britanniques se sont fait face sur terre et sur mer, en Europe, en Amérique, en Inde et en Afrique. Au milieu des années 1750, la montée en puissance de la Prusse pousse l'Autriche à chercher de nouveaux alliés pour récupérer la Silésie perdue face à Frédéric II. En 1756, la France et l'Autriche concluent le traité de Versailles, tandis que la Grande-Bretagne s'allie à la Prusse, bouleversant l'équilibre traditionnel des puissances européennes. La guerre de 7 ans devient un conflit mondial avant l'heure. Loin d'être un simple rééquilibrage entre les puissances européennes, ce conflit change durablement le destin des grandes puissances européennes. Suite au combat pendant la guerre de succession d'Autriche, Français et Britanniques renforcent leur position. Les Français mettent en place un système d'alliance avec les Indiens autochtones et cherchent à attirer les Acadiens, qui sont des descendants de colons français, vers les possessions françaises aux alentours, île Saint-Jean et île Royale. La Galissonnière, gouverneur de Nouvelle-France, déclare la vallée de l'Ohio vitale pour la France, car la zone fait jonction avec la Louisiane, autre colonie française. Les deux camps développent leur influence dans la zone, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions. Les Français prennent l'initiative dans la vallée de l'Ohio. Le capitaine de Langlade, un Franco-Outaouais, lance un raid sur le village de Pickawillany. Le raid est un succès, mais d'une grande violence. Les Français tuent tous les hommes du village et capturent les femmes. Afin de marquer les esprits, ils tuent le chef du village et le font bouillir. Ils pillent le village et ils mettent le feu avant de partir. Les Miamis décident de renoncer à l'alliance britannique et se tournent vers les Français. Le nouveau gouverneur de Nouvelle-France, Duquesne de Mainville, donne l'ordre d'expulser les Britanniques de l'Ohio. Devant la montée des tensions, les deux empires décident la construction de forts à la frontière et l'emploi de la force. Londres envoie 2000 hommes en renfort. Le gouverneur de Virginie envoie un certain George Washington à Fort-le-Bœuf afin de demander aux Français de quitter la région. Les deux camps patrouillent la zone avec des soldats. Le 28 mai 1754, les Français, emmenés par Jumonville, rencontrent une petite troupe commandée par George Washington. La rencontre tourne mal et dans la confusion, plusieurs Français sont tués, dont Jumonville. Pour les Français, les Britanniques ont tué un diplomate en mission officielle. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres en Amérique. En prévision de la réponse française, Washington fait construire Fort Necessity. 3 semaines plus tard, Louis Coulon de Villiers, frère de Jumonville, mène les représailles. Les Français encerclent le fort. Après plusieurs heures de combat, forcent les Britanniques à se rendre. Washington est contraint de signer la capitulation et des aveux qui reconnaissent sa culpabilité dans l'assassinat de Jumonville. Les Britanniques prennent pleinement conscience de l'imminence de la guerre en Amérique du Nord et décident d'envoyer 2 régiments supplémentaires pour défendre les colonies. Le plan établi à Londres est une triple offensive. La première armée se dirige vers Fort Beauséjour pour l'assiéger et le capturer. Une seconde armée se dirigera vers le fort Saint-Frédéric sur le lac Champlain. Après plusieurs affrontements mineurs, les Britanniques construisent un fort pour tenir le terrain, mais n'arrivent pas à en progresser vers les possessions françaises. En avril 1755, le major général Edward Braddock se dirige vers Fort Duquesne avec 2200 hommes.
La progression est difficile à travers les épaisses forêts nord-américaines. Aucune route n'est tracée. Le 9 juillet, les Français envoient 200 soldats de marine avec 600 Indiens commandés par le capitaine Liénard de Beaujeu pour intercepter la colonne britannique. L'objectif est de gagner du temps. À quelques lieues du fort, l'avant-garde britannique tombe nez à nez avec Beaujeu. Les deux armées se font face sur la route menant au fort. L'échange de coups de feu entre les deux armées, mais le capitaine de Beaujeu est tué dès la 3e salve. S'inspirant de la technique de la petite guerre, les Franco-Indiens se mettent à couvert derrière les arbres et poursuivent le combat. Le corps principal, commandé par Braddock, monte en ligne. Réfugiés derrière les arbres et sur un promontoire, ils déciment les lignes britanniques qui ne peuvent voir les Franco-Indiens. La panique s'installe et les soldats de première ligne cherchent à se mettre en fin de colonne pour se réorganiser. Prenant cette manœuvre pour une fuite, les Amérindiens chargent et massacrent les Britanniques. Après avoir eu 4 chevaux tués sous lui, Braddock est lui-même touché à la poitrine. Cette fois, la panique s'empare pour de bon de la colonne qui se débande. Cette victoire est une surprise pour les deux camps. Les Français attribuent leur victoire à l'intervention de la Sainte Vierge. Les Britanniques à ces diables mobiles comme des lièvres doués de la gâchette. Sur les 2200 hommes sous ses ordres, Braddock déplore 600 tués et 400 blessés. Lui-même meurt de ses blessures 2 jours plus tard. De leur côté, les Franco-Indiens perdent 24 tués et seulement 16 blessés. L'échec de Braddock est un coup dur pour les Britanniques. Shirley, qui devait être rejoint par Braddock pour mettre le siège devant Fort Niagara, fait demi-tour en apprenant la mort de ce dernier. Début 1756, à Versailles, le roi envoie le marquis de Montcalm avec le grade de maréchal de camp. Il commandera les forces françaises en Amérique selon les plans de campagne conçus par le gouverneur de Nouvelle-France, Vaudreuil. Le binôme ne s'entendra jamais sur la planification des opérations. À peine débarqué, Montcalm stationne des troupes à Fort Carillon, ce qui fait penser aux Britanniques une offensive prochaine vers le sud du lac Sacrement. Ces derniers massent des troupes pour la défense, mais le vrai objectif de Montcalm est le fort Oswego. L'attaque prend au dépourvu les Britanniques qui se rendent au bout de quelques jours de siège. La victoire est totale et assure aux Français le contrôle du lac Ontario. Profitant du laps de temps avant que l'information de la prise d'Oswego n'atteigne les commandants britanniques, Montcalm emmène son armée à Fort Carillon. De là, il se lance à l'assaut de Fort Henry. Pendant 1 semaine, les Français bombardent le fort et se rapprochent des fortifications. Sans espoir de renfort, les Britanniques décident de négocier la reddition. Après 2 jours, l'armée britannique obtient les honneurs militaires et peut quitter la place avec leurs armes et équipements en échange de la promesse de ne pas participer au combat pendant 18 mois. Les Amérindiens, s'estimant floués, décident d'attaquer et de massacrer les Britanniques afin d'amasser du butin. Plusieurs dizaines de Britanniques sont massacrés. Les relations entre Amérindiens et Français deviennent tendues. Les colonies britanniques craignent une invasion française et la férocité des Amérindiens. L'avantage sur le terrain est clairement en faveur des Français, d'autant plus que les Britanniques viennent d'échouer devant Louisbourg. Mais les succès sur le terrain ne peuvent pallier le manque d'approvisionnement côté français. Le blocus de la Royal Navy commence à porter ses fruits. Les mauvaises récoltes et le manque d'approvisionnement de la métropole entraînent de sévères rationnements dans la colonie française. Contrairement aux Français, Londres ne cesse d'envoyer argent, renforts et ravitaillement. La campagne de 1758 s'ouvre avec de grandes difficultés pour les Français. La colonie souffre de famine.
Le désaccord entre Montcalm et Vaudreuil est à son comble. Les Amérindiens, qui fournissent une part importante des effectifs français, sont touchés par la vérole. Avec les renforts venus d'Angleterre, les Britanniques mettent le siège à nouveau devant Louisbourg, en juillet. Cette fois, le blocus est maritime et terrestre. Après une intense campagne de bombardement de plusieurs semaines, la marine française en son sous-effectif ne peut dégager le port. L'artillerie britannique ouvre des brèches dans les murs. Devant la prise imminente de Louisbourg, les Français capitulent. Les Britanniques tentent ensuite de prendre Fort Carillon. Alors qu'ils s'approchent du fort, ils rencontrent un détachement français en patrouille. L'échange de coups de feu est bref, mais George Howe, général très apprécié de la troupe, est tué. Il était le meilleur subordonné d'Abercrombie. Devant la puissance de feu britannique et leur supériorité numérique, Montcalm décide d'établir des positions avancées. Tombant nez à nez avec les Français, Abercrombie fonce droit devant. Le terrain est encombré et accidenté. La progression est très difficile pour les Britanniques. Une fois arrivés en bas des fortifications, des branches taillées en pointe bloquent la progression des soldats. Solidement retranchés, les Français ne laissent aucune chance aux attaquants. Des échanges de coups de feu ont lieu à bout portant. Après plusieurs heures de combat, Abercrombie ordonne finalement la retraite vers le lac George. Malgré une nette infériorité numérique, les Français restent maîtres du terrain. En août, les Britanniques traversent le lac Ontario et débarquent au pied du fort Frontenac. La garnison, trop peu nombreuse, ne peut tenir et le fort capitule en quelques jours. Les tuniques rouges ont réussi à couper les lignes de ravitaillement vers l'Ohio. En novembre, Forbes emmène 6000 hommes vers le fort Duquesne. Cette fois, les Français ne peuvent s'opposer à l'avancée britannique. Le commandant français décide d'évacuer le fort, de l'incendier et de se replier vers le nord. En arrivant sur place, Forbes constate le départ des Français et ordonne la construction du fort Pitt. Malgré le succès des Français à Fort Carillon, les défenses françaises sont très affaiblies. Les Amérindiens commencent à se tourner vers les Britanniques, contribuant à affaiblir un peu plus les forces françaises. Les problèmes de nourriture ne cessent d'empirer. Les Anglais se préparent à attaquer le cœur de la Nouvelle-France, Québec. L'année 1759 ne s'engage pas mieux que l'année précédente pour les Français. Les Iroquois, qui étaient restés neutres jusque-là, signent une alliance avec les Britanniques. À Québec, Vaudreuil cède le commandement à Montcalm. Fin juin, les Britanniques, commandés par Wolfe, mettent le siège devant Québec. Mais après plusieurs échecs, les Britanniques échouent à débarquer, notamment à cause de la topographie des lieux et des Français qui sont solidement retranchés. Finalement, début septembre, Wolfe tente un coup risqué. Il tente un débarquement à Lens-au-Foulon. La crique est peu gardée et les Britanniques doivent escalader 50 mètres de falaise avant d'arriver à se hisser sur le plateau surplombant la ville de Québec. Au lever du jour, la surprise est totale côté français. C'est plusieurs milliers d'hommes qui se sont déployés dans la nuit. Voulant éviter que les Britanniques se retranchent, Montcalm sort de Québec et décide de livrer une bataille à l'européenne, dans les plaines d'Abrams. Les Français sont désorganisés. Les Britanniques attendent patiemment que la ligne française soit à bonne portée afin de maximiser les dégâts. L'échange de coups de feu est rapide. La ligne française est brisée dès la première salve, et les Britanniques avancent. Les régiments écossais achèvent les blessés qui ne se rendent pas à la Claymore. Les combats ne durent que 15 à 30 minutes, mais les deux commandants sont tués au combat. Une partie de l'armée française se retire vers Québec, mais l'autre partie se regroupe vers Montréal. Le chevalier de Lévis, bras droit de Montcalm,
prend la direction des opérations et prépare une offensive pour l'année 1760. 2 jours après les plaines d'Abrams, Québec se rend à l'envahisseur britannique. Au même moment, les tuniques rouges assiègent le fort Niagara. Le verrou du lac Ontario est bombardé. Les Français résistent tant bien que mal, mais les réserves baissent rapidement. L'espoir ne peut venir que de l'ouest, et les Britanniques le savent. Une armée de secours est interceptée et détruite. À court de munitions, de vivres et de soldats, Fort Niagara se rend. Sur le lac Champlain, les Français abandonnent les forts Carillon et Saint-Frédéric, les garnisons remontant vers le nord. La campagne de 1760 commence avec la tentative de Lévis de reprendre Québec. Il rassemble 7000 hommes comprenant des régiments réguliers et la milice. Bien que victorieuse l'année précédente, l'armée britannique a souffert de l'hiver. Le manque de nourriture et le scorbut coûtent la vie à 700 Anglais. Les Français stationnent près du village de Sainte-Foy. Murray, qui commande l'armée britannique, brûlant d'en découdre, décide de sortir de Québec pour livrer bataille. Les Français font semblant de reculer sous la mitraille des murs de Québec. Lorsque les tuniques rouges s'avancent, les Français font volte-face et chargent à la baïonnette. Sainte-Foy est le dernier succès français en Amérique. Lévis assiège Québec, mais le manque de nourriture, de munitions et surtout d'artillerie rendent la manœuvre hasardeuse. Les 2 généraux savent que le premier qui recevra des renforts sortira victorieux. Le 7 mai, c'est bien l'Union Jack qui vogue sur le Saint-Laurent. Le moral en berne, Lévis rentre à Montréal. Lorsque les 3 armées britanniques arrivent à Montréal, il ne reste que 2400 hommes à Lévis pour la défense de la ville. Devant l'imminence de la défaite, les Amérindiens signent une paix séparée avec les Anglais et la milice déserte massivement. Vaudreuil n'a d'autre choix que de négocier la reddition de la Nouvelle-France. Le 8 septembre 1760, Vaudreuil signe la reddition de la ville et le Canada fait ses adieux à la France.